Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles, hello again and again. On continue de série de cours concernant le diabète, l'endocrinologie. On va s'intéresser maintenant des complications chroniques du diabète. Donc, avant de commencer, donc on sait qu'on a deux types de complications. On a la microangiopathie et la macroangiopathie. Et aussi, on sait très bien que la microangiopathie sont généralement à l'équilibre glycémique. Et aussi, on sait que le diabétique, on a deux types de diabète, diabète type 1, diabète de type 2. On sait que le diabète de type 1, on a dit qu'il meurt généralement par une cause rénale suite à les complications de l'insuffisance rénale. On a dit que le diabétique de type 2 meurt principalement par leur cœur. Donc, les diabétiques de type 2 meurent par des complications cardiovasculaires, donc principalement. Donc, c'est bien de chercher les complications telles que, surtout donc chez le diabétique de type 1, parmi lesquelles donc on a plusieurs, parmi la rétinopathie, la néphropathie, la neuropathie, de traiter par exemple, surtout lorsqu'on a par exemple un dysfonctionnement érectile, donc c'est très fréquent, donc on donne l'acide anifil, c'est-à-dire une inhibiteur de phosphodésestérase 5, tel que commercialisé Viagra. Donc c'est bien de donner ce traitement, mais il faut jamais oublier qu'ils meurent par leur cœur. Donc c'est bien aussi de demander un ECG chaque année, et lorsqu'on a des anomalies au ECG, faire une scintigraphie d'effort. Donc ça, c'est une petite introduction de penser à ça. Donc les complications chroniques du diabète. Donc ça, c'est la physiopathologie, la souffrance vasculaire, qui va donner donc des conséquences, plusieurs choses intriquées, l'excès du glucose qui va être donc probablement lié à des troubles de la perméabilité vasculaire, plusieurs choses intriquées ici. On voit profibrison, l'inflammation, on voit donc d'hypoxie, un stress oxydant aussi intriqué ici, donc plusieurs choses qui vous sont intriquées ici, du glucasion, pour en conséquence donner un épaississement de membrane basale et troubles de perméabilité, etc. Donc ça, on peut dire une petite introduction. On a la microangiopathie et la macroangiopathie. La microangiopathie, on a la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. La macron sont plus fréquents et plus précoces et graves. On a dit qu'on a la coronaropathie qu'il faut jamais oublier, la vessie ischémie, iléaomie, qui sont donc multiplient bien sûr le risque. Ça. Les microangiopathies sont strictement liées à déséquilibre glycémique et la macroangiopathie sont plusieurs facteurs de risque qui sont intriqués. Donc on commence par la rétinopathie diabétique. Donc jamais présent chez le diabétique de type 1 au moment de diagnostic. Généralement à 5 ans après on commence le dépistage. Mais elle est présente chez le diabétique de type 1 je pense mais elles sont présentes chez le diabétique du type 2 au moment de consultation. Donc je sais pas le pourcentage, mais ils sont présents chez peut-être présents chez le diabétique type 2 lors de diagnostic. C'est la première cause de cécité acquise avant le 50 ans. 4% des diabétiques. Le traitement par laser, donc 17% sont traités par laser. On a des facteurs de risque modifiables tels que le contrôle glycémique, plus pression artérielle. Et le tabac, bien sûr, dyslipidémie, protéonie, et non modifiables tels que l'âge, la durée de diabète et la prédisposition génétique. Les situations à risque sont les pubertés, au moment de puberté, au moment de grossesse, et l'amélioration d'un déséquilibre glycémique rapidement. Donc ça. La physiopathologie, donc on a l'atteinte, épaississement de membrane, perte de péricyte,
perte des péricytes, rares facteurs donc endogènes. Et physiologie, anomalie du flux sanguin, hypercoagulabilité, adhérence au niveau du silo endothélial. Donc la conséquence c'est micro-anévrisme, trouble de perméabilité des capillaires, œdème et l'occlusion. Donc ça qui va donner des œdèmes rétiniennes. Le dépistage c'est l'examen ophtalmique complète. Donc fond d'œil toutes les années. Donc ça c'est pour le dépistage rythmé. Intervalle de 2 ans après fond d'œil de référence normale. Donc si on a un fond d'œil normal donc tous les 10 ans, annuel c'est des facteurs de risque bien sûr, ou bien traitement ici, traitement. Donc le diagnostic qu'on a à la clinique c'est la base de l'acuité visuelle brutale, hémorragie intravitréenne, d'écoulement rétinien. Le glaucome néovasculaire, ça c'est les complications, baisse d'acuité visuelle progressive, maculopathie, autres signes, troubles de la vision, des couleurs, déformation d'image et sensation de voile. Donc on fait un fond d'œil, stade donc initial, micro-anévrisme, hémorragie, etc. Donc on passe directement à la classification de cette rétinopathie parce que ça c'est le plus intéressant. Donc on parlait donc c'est micro-anévrisme, hémorragie pectiforme, donc on a un stade initial, sont généralement les micro-anévrismes, donc principalement les micro-anévrismes et les hémorragies pectiformes. Après on a un stade prolifératif quand il y a des nodules contournés hémorragiques. Ici des anomalies microvasculaires intrarétiniennes, ce qu'on appelle les anomalies microvasculaires intrarétiniennes, les AMIR, et les ischémies rétiniennes. Donc le règle de 4, 2, 1, 4 cadrans quand il y a des microanévrismes, 2 cadrans quand il y a les chapelets et 1 cadran quand il y a les AMIR. Donc on divise par cadran, donc 4 cadrans quand il y a des micro-anévrismes, 2 cadrans des chapelets et 1 cadran des AMIR. Stade prolifératif, c'est la néovascularisation. Et cette néovasculaire qui va risque de d'écoulement rétinien, glaucome néovasculaire et hémorragie. Donc on a les œdèmes, ça c'est autre chose, œdème maculaire, dépression diabétique, c'est principalement cause de malvoyance, c'est l'épaississement de la rétine. Autre examen, l'angiographie à la fluorescine, qui va donc parfois indiquer en cas d'anomalie de la fondée. Donc classification de la rétinopathie. On a la rétinopathie non proliférant, soit minime, soit modérée, soit sévère. Donc c'est minime, donc contrôle annuel une fois par 12 ans, donc minime. Modéré, contrôle annuel. Sévère, 3 à 4 mois. On peut traiter même par laser. La rétinopathie proliférative. Donc ça c'est non prolifératif, donc c'est minime, modéré, sévère. Et la proliférative on a minime, modéré, sévère, donc néo-vaisseau, contrôle de mois, on peut traiter aussi par le laser. On a la rétinopathie proliférative compliquée, soit par 3 choses: les hémorragies intravétriennes. Ça c'est le 3 qu'il faut compliquer. Hémorragie intravétrienne, donc rupture probablement néo-vaisseau, décollement de la rétine par traction de néo-vaisseau et glaucome néovasculaire, donc par obstruction par des néo-vaisseaux. Donc on traite par laser au chirurgie, donc glaucome néovasculaire, décollement rétinien et hémorragie vétrienne. Les maculopathies diabétiques sont les exudats, œdème maculaire, cystique, donc maculopathie ischémique. Comme je dis, les situations à risque, c'est la puberté, la grossesse, l'adolescence. Donc, c'est pour cette raison, il faut une surveillance stricte au moment de ça. Le traitement, on a la photocoagulation rétinienne. Ça, c'est prouvé, donc très efficace. Donc, parfois, on ajoute chirurgie, la vitrectomie, plus laser. Parfois, on donne les anti-VEGF.
Ça, c'est pour la rétinopathie. La néphropathie diabétique. La néphropathie diabétique, c'est la première cause. Le diabète, c'est la première cause d'insuffisance rénale terminale. Donc, c'est la première cause de l'insuffisance rénale terminale. On a dit que la rétinopathie, c'est la première cause de cécité avant 60 ans. Et ici, c'est diabète qui est la première cause de l'insuffisance rénale terminale. Donc, seuls 30% de diabète type 1, risque cardiovasculaire. Donc, cette néphropathie va augmenter aussi encore le risque cardiovasculaire. Donc, qui va augmenter aussi encore le risque cardiovasculaire. La physiopathologie, c'est l'atteinte glomérulaire progressif. Donc, atteinte glomérulaire progressif, élévation de pression intraglomérulaire, dilatation du glomérulaire, hyperfiltration initiale, épaississement progressif. Donc, tout ça, ce sont les anomalies à l'histologie, on peut le dire. Le dépistage, comme le rétinopathie, on a la fond d'œil. Ici, on a la microalbuminurie annuellement. Donc, on dépiste annuellement par une bande urinaire d'emblée. D'emblée en cas de diabète de type 1, après 5 ans, c'est diabète de type, d'emblée c'est le diabète de type 2, et après 5 ans c'est le diabète de type 1. On recherche l'albuminurie, c'est bandelettes urinaires négatives, donc ici repose albuminurie, créatinine, positif. Donc on a les faux négatifs et les faux positifs de l'albuminurie. Donc, faux positif, on a l'orthostatisme prolongé, activité physique intense, le tabac, la fièvre, l'hyperglycémie, donc tout ça, infection urinaire qui peut fausser la albuminurie. Donc, le diagnostic clinique, on a habituellement, on a une association avec l'HTA, l'œdème, rétinopathie diabétique, surtout diabète type 1, macroangiopathie, diabète type 2. Si on doute, donc on fait ponction biopsie rénale, surtout lorsqu'on a une néphropathie précoce, lorsqu'elle se vient inférieure à 10 ans, ou bien sans rétinopathie, donc on doute probablement c'est pas le diabète qui fait ça. L'évolution, c'est une évolution rapide, ou bien HTA sévère, ou bien on a un autre signe qui va un autre signe, par exemple d'un lupus ou etc. Donc tout ça, c'est l'indication de la biopsie, ponction biopsie rénale. L'histologie, donc si on fait cette biopsie, on trouve hypertrophie mésangiale, glomérulaire, on trouve certains nodules appelés nodules Clyster-Wilson. Donc ça, c'est pour l'histologie. La classification, on a stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5. Généralement, on dit stade 1, c'est une filtration glomérulaire, donc l'augmentation de la filtration glomérulaire. Phase 2 silencieux, c'est la phase silencieuse, donc on a augmentation de débit de filtration ou devenir normal avec hypertrophie glomérulaire, donc on trouve l'augmentation de volume. Le stade 3, c'est le stade de néphropathie incipiente. Ici, généralement, on le dépiste par la microalbuminurie, stade de microalbuminurie. On a parfois une HTA légère, début d'expansion mésangiale et de fibrose. Le stade 4, c'est la néphropathie proprement dit. On a la protéinurie augmentée, l'HTA souvent élevé, diminution de débit de filtration glomérulaire, donc les choses commencent à altérer, épaississement de membrane basale glomérulaire. On a les nodules ici. Et le stade 5, c'est la stade de insuffisance rénale, protéinurie massive, tension artérielle généralement souvent élevée, début de frustration et sclérose plus donc glomérulare. Donc tous ces stades, donc ici la durée, donc stade 1 c'est 1 an, stade 2 2 à 6 ans, stade 3 de 7 à 15 ans, stade 4 de 15 à 20 ans, stade 5 de 20 ans à 30 ans après donc le diabète. Donc, ça c'est la classification de Mungensen, très important. Le traitement prévention primaire, équilibre de diabète, de tension, d'HTA, surtout la microalbuminurie. On a le stade de microalbuminurie, contrôle de glycémie, d'HTA. C'est très important. Régime hypoprotéidique de 0,8 kg.
Donc, le stade de macroalbuminurie, contrôle de pression artérielle, la protéinurie, associé de diurétique thiazidique, plus inhibiteur calcique, vérifier la protéinurie. On a oublié de dire que ici c'est les UEC et les ARA2, donc ARA2 pour diabète type 2 et les UEC de diabète type 1, donc sont néphroprotecteurs. Donc c'est très important de associer ça, ces deux traitements antihypertenseurs et qui sont néphroprotecteurs. Donc pour contrôler la tension artérielle et même en l'absence on peut dire de tension artérielle, on peut le donner pour contrôler cette glycémie. Au stade de suffision rénale, donc bien sûr on arrête souvent surtout lorsqu'on a des insuffisances rénales très sévères. On arrête plusieurs antidiabétiques oraux et on diminue à demi-dose les sulfamides et la metformine. C'est début de filtration inférieure à 30, seuls les insulines, la répaglinide et l'inhibiteur de l'alpha-glucosidase qu'on peut l'administrer. Ça c'est pour le traitement de ça. Et le soin, bien sûr, insuffisance rénale très sévère, donc l'épuration sanguine ou bien en attendant d'une transplantation rénale ou bien transplantation en bloc pancréatique et rénal en même temps. Donc ça c'est malheureusement donc le traitement, donc rappelé de contrôle de l'HDA, de glycémie, régime hypoprotidique et les IEC et les ARA2 qui peut ralentir donc l'arrivée au stade de l'insuffisance rénale terminale. La neuropathie diabétique, donc on a la neuropathie périphérique sensitive motrice, donc polynévrite, c'est la plus fréquente, ça c'est caractéristique du diabète polynévrite. Et on a aussi la neuropathie autonome. Donc c'est très fréquent, généralement cette neuropathie diabétique, complication très fréquente. Donc l'hyperglycémie chronique qui va altérer les vases nervorum. Et bien sûr on a des facteurs de risque, tabac, âge, AOMI associés, carence nutritionnelle, surtout le vitaminique, l'alcool et les insuffisances rénales, grande taille, parce que grande taille, grande longue fibre nerveuse. Donc, la neuropathie sensitive motrice, on a la polynévrite systémique distale. Donc, c'est fréquent, chaussettes, en gants, donc appelé en chaussettes et en gants, donc topographie asymptomatique, hyposthésie, paresthésie, douleur sensitive, abolition des réflexes, et abolition des réflexes, etc., tout ça. Parfois, rarement, on a la mononévrite, on a de nerfs crâniens, par exemple, paralysie de 6, de 3, de 4, cruralgie, donc, cruralgie aussi. Donc, et la neuropathie autonome, donc, plusieurs nerfs peuvent être touchés et peut donner des diagnostics différentiels pour les radiculonévrite thoracique, pour les radiculonévrite asymétrique proximale. Et ça, c'est pour sensitivement moteur. Pour la neuropathie autonome, on a la cardiovasculaire, donc qui est favorisée des ischémies silencieuses, rappelée de cette effet indésirable. Vasculaire, on a l'hypotension orthostatique, vasculaire, hypotension orthostatique, tachycardie, c'est cardiovasculaire, troubles de sédation, surtout les membres inférieurs, anédrose, membres supérieurs, hyperhidrose. Digestif, gastroparésie, parésie digestive, viscérale, résidu post-monctionnel, infectieux, génital, dysfonction érectile. Donc ça c'est pour le traitement, c'est généralement les antiépileptiques et les antidépresseurs. Les antiépileptiques c'est la prégabaline et les antidépresseurs on a la duloxétine, c'est ce traitement très efficace. La macroangiopathie on a le cœur, les coronaires, la sténose carotidien et les AOMI.
les aider à mieux dormir. Et bien sûr, le pied diabétique. Rappelez du pied diabétique, c'est la première cause d'hospitalisation. Il faut traiter, il faut chercher, surtout lorsqu'on a des associations vasculaires et rénales, donc vasculaires et neuropathiques. Donc première cause d'hospitalisation. Mal parfum plantaire, ischémie, nécrose et dermite, hypodermite et ostite. Donc, rappelez de ça et le conduit à tenir devant un pied diabétique. Et je vous remercie à votre attention. La prévenir, l'équilibre du diabète, hygiène de pied et chaussage, éviter